Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire ma vidéo FAQ, sauf que vous m'avez pas posé énormément de questions, donc j'ai dû chercher un peu sur ma chaîne certaines questions que vous avez pu me poser et auxquelles je n'ai pas répondu. Et donc voilà, peut-être qu'il y en aura justement qui paraîtront un peu hors de propos, parce que date d'il y a très longtemps. C'est votre faute, pas la mienne. T'aurais pas une question toi? Ouais. Oui, faut pas engueuler son audience en général, non? Ouais. Hein? Je sais pas. Ouais. Attends, peut-être que je refais mon intro parce que du coup... Alors donc la première question c'est qu'annonce 2024? Qui est une assez bonne question parce que c'est vrai que souvent les changements d'année nous aident à faire des bilans. J'avais déjà fait un bilan sur la chaîne et sur comment je pouvais la envisager ou la voir il y a quelques semaines. Et donc la réponse était peut-être moins faire des livres clickbait, enfin des livres, je sais pas comment dire, mais des livres actualités littéraires chaudes, brûlantes, les livres dont on parle et qu'il faut lire mais pour les critiquer, et plus lire ce que j'ai envie de lire, ce qu'on m'a conseillé, tous ces livres que je dis tout le temps, il faudrait que je le lise, oui, je me le note, oui, et que finalement j'ai jamais le temps de les lire. Donc c'est comme ça que récemment je vous ai parlé de Bolagno, je vais vous en reparler dans peu de temps. Je vais bientôt lire Sabato aussi, qui est un auteur que plusieurs personnes m'ont recommandé. Et donc je trouve que c'est très bien moi pour ma culture, mais après c'est vrai que si je réfléchis en termes d'audience, parce que je sais que j'ai critiqué le fait de réfléchir en termes d'audience, mais si on fait une chaîne YouTube, il faut parfois aussi réfléchir en termes d'audience pour ne pas finir dans les limbes des réseaux, quoi. J'ai réfléchi et j'ai trouvé une sorte de format qui pouvait à la fois plaire au public qui est avide de sang, et moi aussi je suis avide de sang, même si parfois En fait c'est plus par respect pour moi que par respect pour les livres que je critique que j'ai dit que j'allais moins lire des Funkinos ou des VKBD ou ce genre d'auteurs. C'est parce que mon temps de cerveau, mon temps sur Terre est limité, extrêmement limité, et c'est assez angoissant de se dire je vais lire des choses qui me plaisent pas en sachant par avance qu'ils ne vont pas me plaire, afin de satisfaire les gens qui en ont marre d'entendre des critiques dithyrambiques sur ces livres. Et le truc c'est que les critiques dithyrambiques, elles y sont, elles restent là, et si personne ne dit que justement certains livres sont survendus, peut-être que la norme en littérature va changer, va se rabaisser. Bon, c'est peut-être un message un peu alarmiste et un peu réac, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour trouver un juste milieu, je peux très bien lire un peu ces livres sans les lire complètement. Je m'explique. Sur Amazon, on a souvent accès aux 30 premières pages, ou aux 20 premières pages, ou aux 15, ça dépend en fait de la taille du livre, mais on a accès souvent à 10% d'un livre qui est en vente. Donc je me suis dit que quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est que plutôt que de lire le livre en entier, je pourrais lire ces pages et faire un format qui s'appellerait « Pourquoi je ne lirai pas tel livre ?» Par exemple Funkinos qui est sorti il y a 2 jours. Pourquoi je me suis posé cette question? Pourquoi j'ai eu cette idée? C'est parce que quand j'ai réfléchi à ces mauvaises lectures que j'ai eues l'an dernier, je me suis aperçue que le fait que je les lise en entier ou que je ne les lise pas en entier ne changeait pas grand-chose à ma lecture. En fait, assez rapidement, on peut voir qu'est-ce qui ne va pas dans un style, on peut voir ce qui ne convient pas. La seule chose qui me posait problème dans ce genre de cas, c'était une sorte de jusqu'au boutisme, de me dire mieux vaut quand même, pour éviter les critiques, le lire en entier, comme ça au moins on pourra pas me dire oui mais tu n'as pas lu, donc tu es injuste, donc gna 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 gna. Et en fait je m'en fiche un peu de ces critiques, parce que on trouve toujours des gens qui critiquent. Quelqu'un qui adore Amélie Nothomb trouvera toujours quelque chose à reprocher à une critique d'Amélie Nothomb. Donc pourquoi je perdrais plus de temps, pourquoi je perdrais, je sais pas moi, 7 heures, 8 heures à lire ce livre, alors que je pourrais en perdre seulement une, entre guillemets, et que ce que je dirais pourrait être quand même intéressant, je pense, d'un point de vue littéraire. Donc je sais pas si on n'atteindrait pas une sorte de paradoxe littéraire, parce que c'est vrai qu'on a souvent la vision qu'il faudrait lire un livre en entier pour se faire un avis dessus. Dites-moi peut-être en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que vous avez envie de sang, et je pense que c'est une hygiène pour moi aussi, un peu déguiser mes crocs, pour exercer son œil critique, aussi sur son propre texte, et aussi pour des textes qui seraient mieux aussi. Je pense que lire des mauvais livres, j'ai toujours dit que ça aide à s'améliorer aussi. Le problème c'est quand on commence à ne lire que ça. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de lectures actuelles qui en sont, donc
rapidement. En fait, faisons en sorte que ce soit l'exception, mais essayons de le faire quand même. À côté de ça, j'ai eu une idée. Plutôt que de lire des livres un peu au hasard, ce serait de choisir, par exemple, j'avais parlé du réalisme magique il y a peu, et quelqu'un m'a dit qu'il aimerait bien que j'en parle un peu plus longuement. Alors j'ai réfléchi à l'idée de faire une vidéo un peu plus longue sur le sujet, comme j'ai pu faire sur la drogue en littérature, sur Knausgaard ou sur Houellebecq, mais ces vidéos me prennent énormément de temps, que ce soit pour le montage ou rien que pour les recherches, quoi. C'est comme préparer un cours, et c'est assez fatigant, et en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire, donc c'est un peu embêtant. Mais je me suis dit que je pouvais déjà choisir des livres qui s'inscriraient dans ces thématiques-là. Par exemple, là, j'avais pensé à Isabelle Allende ou à Marie Scondé, dont un de vous m'avait déjà parlé, à Kundera aussi, qui pourrait s'inscrire apparemment aussi dans le réalisme magique. Et donc voilà, et choisir des lectures, 3, 4, 5 livres, qui pourraient après peut-être m'aider à faire cette vidéo explicative sur un mouvement ou sur une thématique précise de la littérature. Et peut-être faire justement, après, utiliser ce que ces livres, les lumières qui m'auraient apporté sur ça, pour faire un article un peu plus abouti pour le magazine littéraire. Donc 2024, qu'est-ce qu'elle annonce ? Bah, toujours des vidéos que j'aimerais encore plus abouties, parce que ces derniers temps, je m'appuie un peu moins. En fait, ce que je trouve ennuyeux un peu quand on a une chaîne sur YouTube, c'est que je suis tiraillée, moi en tout cas, entre l'écrit et entre l'oral. Et l'année précédente m'a aidée à m'améliorer un peu, à être moins... m'améliorer à l'oral, à être moins concentrée sur le texte, à essayer de moins lire ligne après ligne ce que j'ai écrit, de rester à la virgule près. Mais à côté de ça, je trouve que parfois, quand on est trop sur l'oral, on est un peu plus approximatif, on est un petit peu moins rigoureux. Et je pense que ça se sent peut-être dans mes dernières vidéos. Et c'est pour ça que là, j'aimerais bien que cette année m'aide vraiment à associer les deux. C'est-à-dire à vraiment écrire mes chroniques à l'avance comme je les faisais avant. Et de m'appuyer dessus pour vous parler des livres, mais sans que ce soit de manière trop rébarbative ou trop scolaire, que je sois pas un robot en fait face à ma caméra, mais que je vous parle comme je vous parle là. Et réussir à trouver cet équilibre-là, ce sera peut-être pas très facile, mais je pense que ça pourrait vraiment aider la chaîne à s'améliorer. Parce que là, justement, en regardant cherchant des questions que vous auriez pu me poser depuis la création de la chaîne, j'étais mortifiée parce que je me voyais parler comme un robot sur beaucoup de vidéos, et sans parler de la qualité de l'image ou du son. Et voilà quoi, et souvent je me suis plaint en me disant « Oh, je trouve ça anormal de pas avoir plus d'abonnés », ce genre de truc, mais en fait quand je regarde la qualité de ce que c'était il y a des mois ou il y a des années, ben ouais je comprends, franchement c'était... Et je vous remercie de m'avoir suivi jusque là, et c'est pour ça que j'espère m'améliorer encore pour que vous, justement, les premiers qui ont été là et qui ont vu du potentiel, ben puissent être récompensés de cette fidélité quoi. Donc voilà, 2024, une publication j'espère. Ben, ça ce serait le mieux, c'est vraiment mon rêve, c'est parce que je me vois plus écrivaine que youtubeuse, et voilà, ça serait vraiment ce que j'aimerais que 2024 annonce. Et ben voilà. Ensuite, quelqu'un m'a demandé pourquoi la photo de Dépente sur ta page présentation. C'est une bonne question. En fait, je crois que c'était au début de la chaîne, j'avais fait une sorte de générique, et je me suis jamais vue en fait comme quelqu'un qui a déjà la base, et je me disais que ce serait... vous m'accompagnerez dans ce voyage qui commence à Bourg-Palette quoi. Enfin il commence en niveau facile, et j'avais pas énormément de connaissances justement à ce moment-là sur les auteurs, et donc je mettais Despentes parce que on disait souvent que Despentes était une bonne autrice, et pour moi elle symbolisait un peu la littérature actuelle. J'aurais pu mettre Despentes, je crois que j'ai mis Modiano, j'aurais pu mettre Houellebecq, j'aurais pu mettre Herman. En fait, voilà quoi, pour moi c'est une mise en bouche, c'est une entrée vers la littérature, et donc si je devais refaire ma page de présentation aujourd'hui, il y aurait certainement pas du tout ces auteurs-là quoi.
pense que vous avez une idée d'à peu près qui pourrait y avoir, mais ce serait pas cela. Mais d'un côté, est-ce qu'elle parlerait aux gens? Je suis pas sûre, parce que la plupart des têtes que je mettrais ne sont pas connues du grand public. Donc je la laisse comme ça, parce que j'ai la flemme aussi de la faire. En plus, j'essaie de faire une bannière sur Canva, mais je trouve que sur YouTube, ça se cale vachement mal. Enfin, je sais pas comment ça se fait, il y a la moitié des auteurs qui sont coupés. Donc voilà, c'est pas très important. Mais c'était une bonne question quand même. Pourquoi des pentes? Je n'ai rien contre des pentes, c'est juste son dernier livre que j'ai trouvé mauvais, mais j'en déduis pas. C'est comme Ernaud. Et je sais qu'un certain public a pu apprécier mes vidéos en pensant que je pensais pareil que pour mes avis que j'ai eus sur ces autrices, mais j'attends encore de lire d'autres livres à elle, mais c'est pas les lectures qui sont les plus urgentes à mes yeux pour l'instant, quoi. J'essaie vraiment de plus en plus de me dire, essaie de lire les livres que tu as envie de lire si demain tu devais mourir, quoi. Alors, une personne qui m'avait dit pour le Liberati, je sais pas si vous vous rappelez, Liberati avait eu le prix Renaudot l'an dernier pour son livre qui s'appelait... Je sais plus comment il s'appelait, mais en tout cas c'était sur les Rolling Stones, et en même temps ça montrait sa relation avec sa belle-fille qui avait 23 ans, mais de la manière dont il parlait d'elle, il y avait une sorte de sexualisation, mais un peu malaisante, parce que il insistait beaucoup sur le côté jeune et le côté presque enfantin de la fille. Donc moi j'avais trouvé que c'était un peu étrange qu'il ait le Renaudot avec MeToo et tout. Et en fait je disais pas que c'était un mauvais livre, je disais juste que tout le monde nous parle d'un monde d'après. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé par rapport à Depardieu et tout, on peut dire que le monde d'après n'existe pas, mais bon, bref. On nous a parlé d'un monde d'après, encore à ce moment-là, on nous parlait d'un monde d'après, et tout le monde dit la libération de la parole et tout, mais à côté de ça, on continue de récompenser des hommes qui pourraient avoir une objectification, je crois, objectivation, je sais pas, de la femme, de la jeune femme, un regard un peu daté, on va dire, sur la féminité, sur la sexualité. Donc la question qu'on me pose par rapport à ça, c'est oui, je comprends ce que vous voulez dire et je l'approuve. Mais peut-être faut-il voir dans le prix Renaudot 2022 un acte de défiance, un doigt d'honneur au wokisme. En fait déjà, faut voir qui était au jury du prix Renaudot. Souvent dans ce genre de jury, il y a un peu de tout. Par exemple, je crois qu'au Goncourt, il y a Angot qui est rentré, ça m'étonnerait. Angot, je pense que ces genres de gens la mettraient facilement dans le truc wokisme parce que elle fait de l'autofiction, c'est la littérature de l'intime, ça parle d'inceste, etc. Donc non, en fait, je pense qu'il faut arrêter un peu de penser, parce que souvent quand les gens parlent de wokisme par rapport à la culture, ils pensent que le wokisme ce serait un truc de gauche et que donc la bien-pensance, les nanas, ce genre de choses quoi. En fait, ils ne voient pas les choses sous le prisme plutôt de positionnement dans le champ culturel, quoi, de position de force, et qu'en fait Liberati occupe très certainement une position de force, enfin de domination, quoi, de dominant. Il a des amis, je sais pas, je pense qu'il doit être pote justement avec Bec BD, qui fait peut-être partie de ce jury du Renaudot, en tout cas qui avait beaucoup aimé le livre, qui en parlait dans Le Masque et la Plume, et tous ces gens en fait entretiennent des amitiés, ce qui fait que en fait le monde de la bourgeoisie, c'est difficile de dire qu'il serait éveillé, parce qu'il peut se montrer éveillé sur certaines questions, et le lendemain, pour ne pas froisser un tel qui travaille avec lui ou qui travaille avec le mari de ceci ou cela, ben ne plus du tout se montrer sous ce jour-là, quoi. Je pense que demain, pour résumer, demain on pourrait récompenser Liberati, et l'année d'après, Neige Sino par exemple. Faut penser plutôt en question économique, en question financière. Quel livre pourrait être un livre bankable dans les prix littéraires? Quel livre ferait un bon concours? Quel livre ferait un bon Renaudot? Après, il est juste que quand on regarde la composition du jury du Renaudot, elle a l'air particulièrement à droite. Donc d'un côté, peut-être que tu as raison quand tu poses cette question, peut-être que c'est un bras d'honneur au wokisme, mais moi je le vois pas forcément comme quelque chose de positif, quoi. Je crois que c'est une manière en fait de montrer que les règles n'ont pas vraiment changé. Que tout ce qui a été dit
après 2016 n'est qu'un vernis un peu pour se redorer, mais que les vrais, les durs, restent comme ils sont. Alors, là c'était pour le Read With Me. Le Read With Me, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un truc dans lequel certains booktubeurs se filmaient en train de lire, avec une petite musique un peu cocooning, et en train de, justement dans une imagerie assez confortable, avec des chaussons, des petits thés, des trucs comme ça, et se filmer en train de lire. Et donc je disais dans ma vidéo sur le sujet que en fait on s'en fout de se filmer en faisant ça. Le problème c'est que des gens après passent un temps à les regarder. Ces vidéos peuvent durer, je sais pas, 20 minutes, 1 heure, et ce sera 20 minutes ou 1 heure qui ne passeront pas à faire autre chose. À regarder un film, à lire un livre, à aller se balader, à appeler leur mère. Et c'est ça, encore une fois, c'est le côté économie de l'attention. En fait, je critique pas vraiment les gens qui se filment, parce que en fait c'est très facile à produire et que c'est vrai que essayer d'avoir un rythme sur un truc comme YouTube, c'est assez fatigant. Il faut toujours essayer d'écrire, de réfléchir pour tout le temps chercher un format qui pourrait attirer les gens. En fait, c'est le fait que les gens regardent. Il faudrait pas regarder ce genre de choses. Mais en même temps, quand je dis ça, c'est comme les gens qui critiquent les consommateurs, alors que c'est souvent les capitalistes qui mettent des nouveaux produits. Et donc j'inverse peut-être un peu les valeurs. Mais bon, je voulais pas faire du bashing primaire sur... Souvent c'est des jeunes filles qui font ça. Je pense pas qu'elles pensent à ça, elles se disent pas oh là là, en faisant ça, j'empêche les gens d'accéder à autre chose ou d'accéder au livre que j'aimerais défendre à côté de ça, quoi. Donc à ce sujet-là, on m'a dit, je trouve que tu oublies quelque chose dans la vidéo. J'ai imprimé en très petit donc j'arrive pas bien à lire. Le côté positif... Attends, je trouve que tu oublies quelque chose dans la vidéo. Le côté positif des influenceurs. Qui nous pousse à faire des choses. Qui nous pousse à faire des choses. Lire, étudier, sport. Lire, étudier, sport. Certes, les actions sont romantisées et mises en scène, mais... Certes, les actions... Attends, certes, les actions sont romantisées et mises en scène, mais... Un ami ferait la même chose. Ok, là c'est bon. Un ami ferait la même chose quand il nous parle de son dernier équipement de sport. On embellit toujours la réalité quand on la raconte aux autres, même entre amis, famille, connaissances. Alors pourquoi blâmer les influenceurs qui font ce qui, au fond, existait déjà? Ils n'ont rien inventé. En fait, là, je pense que la personne qui m'a écrit ce commentaire prend que l'aspect promotionnel, je pense, du livre que mettrait en scène la fille en se filmant, sauf qu'elle ne nous en parle pas, donc à aucun moment ça nous donne envie de le découvrir. C'est ça la différence avec des chroniques classiques de livres, ou avec quelqu'un qui ferait une vidéo sur son dernier rouge à lèvres, ou sa dernière paire de rollers, ou ce genre de choses. En fait, on n'a aucune idée de ce qu'elle pense du livre, puisqu'elle ne fait que le lire en se filmant en train... Enfin, en fait, c'est comme si, je sais pas, on se filmait en train de faire du roller, plutôt que de nous dire quelle est la différence entre ce roller et d'autres rollers. Mais en même temps, la vidéo ne montrerait pas non plus les possibilités du roller. On se filmerait peut-être en train de les mettre et de les enlever, c'est tout, mais même pas en train de rouler avec, quoi. C'est vachement dur en fait d'exprimer une expérience de lecture. Et rien que quand on en parle, c'est aussi mensonger. Enfin, ce que je disais, de toute façon, même moi, quand j'en parle des livres, je sais que vous serez très rare à les lire à la fin, ceux dont je parle. Et donc j'échoue à chaque vidéo, je sais que j'échoue un peu. Mais ce que je disais, c'est que ces personnes-là n'ont même pas dans l'intention de nous faire accéder à ces livres. En fait, elles pourraient lire un livre de cuisine, ce serait pareil. En fait, ce qu'elles nous vendraient peut-être à la limite, ce serait le confort, le cocooning qui est facilement associé à la littérature. Dans ce cas-là, oui, on peut dire, oui, elle a une manière de lire qui a l'air très confortable, j'ai envie de faire la même chose. Si vous voyez pas de problème à ça, bah faites-le, c'est tout. Mais je vois pas pourquoi je regarderais 3 ou 4 vidéos de la même personne qui fait ça, ou d'un moment, bon, on a compris, quoi. Elle ne parle même pas du thé qu'à boire en plus, donc... Alors là, c'était par rapport à ma maison d'édition. Vous savez, j'en ai créé une il y a plusieurs
années, avant d'avoir une chaîne sur YouTube. Et j'avais publié 2 personnes, sauf que c'était pas très... comme expérience, c'était un peu décevant parce que... Bon bref, je lis d'abord la question et je vous y réponds. Bonjour, c'est le coût de la distribution qui est prohibitif. Vous pourriez nous faire une petite vidéo sur ce point précis, un retour d'expérience? J'ai l'impression qu'avoir une audience en ligne ne fait pas tout, que si on veut grossir, ne pas se contenter d'être un micro-éditeur, il faut nécessairement passer par les professionnels de la distribution, car on ne peut pas vendre suffisamment de manière directe et en ligne. Donc oui, je réponds oui à la question. Et j'ajouterai, en fait, je pense que si on n'a pas les fonds nécessaires déjà de base, si on n'a pas d'investissement, ça servirait à rien. Parce que en fait, les livres, s'ils ne sont pas en librairie, si on ne peut pas faire de la promotion dans des magazines ou ce genre de choses, bah, il n'y a presque aucune chance qu'ils parviennent dans les mains de son public cible. En fait, quand on fait... En plus, moi, j'avais fait avant même de faire des vidéos, donc j'avais même pas d'audience. Et je trouvais que leurs livres étaient bons, et je trouvais que leurs livres étaient mieux que d'autres livres que je peux trouver dans des grandes maisons. Et voilà, et c'était ça, je voulais les aider aussi pour les corrections. En fait, c'était tout le travail d'éditeur créatif, on va dire, qui m'intéressait. Pour la couverture, trouver la meilleure couverture, réduire le livre, enlever les clichés, enlever ci, enlever ça, aider vraiment à peaufiner le livre pour qu'il devienne la meilleure version possible. Et à côté de ça, le truc c'est que moi, tout ce qui est distribution, diffusion et tout, mais je n'en pipe pas grand chose. Donc je crois que c'était sur un site de diffusion, je saurais même plus vous dire lequel, où j'avais vu que un certain nombre de petites maisons passaient par BOD pour, surtout s'ils n'avaient pas vraiment si c'était des maisons en ligne et pas des maisons en physique, quoi. Donc j'étais passée par BOD, c'était pas très cher en plus, et voilà. Mais en termes de vente, ça a fait peut-être un peu mieux que si les auteurs s'étaient auto-édités, mais c'était franchement, je pense pour eux aussi, assez décevant, quoi. C'était 2 livres, il y avait Quand tout menace de Florence Dalbe, qui est... c'est l'histoire d'une petite fille de 5 ans qui est à la campagne avec sa mère et qui est... C'est pas vraiment un thriller, mais il est presque comme un thriller dans le sens où la petite fille est tellement libre qu'elle pourrait se mettre elle-même en danger, et donc on sent une tension pendant tout le livre à son sujet. Et très bien écrit. C'est ce que je disais sur Florence, elle a une écriture plissée. Enfin, je lui ai dit il y a pas longtemps, c'est comme un drapé ou quelque chose comme ça glisse et on sent le taffetas des mots, quoi. Et à côté de ça, il y avait Philippe Marly, c'était Une âme flottante. Lui, je crois qu'il serait pas vexé si je disais que c'est une sorte de thriller. Et là, c'est une sorte de thriller onirico-érotique un peu. Avec une histoire de secte en arrière-plan. Et voilà, un très bon livre aussi. Et je regrette de ne pas les avoir aidés plus à accéder à un public, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, ça ne sert pas vraiment de m'envoyer, je sais que certaines personnes m'envoient des manuscrits à la maison d'édition, je fais plus de sélection parce que je vais pas... En plus, ces livres qu'on m'envoie pourraient trouver des éditeurs qui seraient plus à même justement de trouver des lecteurs, de travailler pour eux, de les aider, quoi. Donc je vais pas empiéter sur leur travail, quoi. C'était une erreur, je pense, même si ça m'a aidé sur le plan créatif. Et je pense que aussi ça les a aidés et que je pense pas qu'ils sont mécontents de moi, mais c'est plus l'expérience économiquement et voilà, en termes d'audience qui est un peu décevant, quoi. Salut, as-tu lu Sophie d'Ivry? La condition pavillonnaire et surtout Quand le diable sortit de la salle de bain. Elle a vraiment une réflexion érudite et politique sur la littérature, tout en cherchant des formes originales et en évitant l'effet de signature. Voir son essai sur ce thème, rouvrir le roman. Non, je n'ai pas lu Sophie d'Ivry, mais ça a l'air intéressant, donc je me le note. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je dis souvent je le note, mais je les note, j'ai un document avec plein de trucs, mais vous me proposez tellement de livres que je sais pas si dans une vie j'arriverai à tous les lire, mais ça a l'air bien. Je le lirai un jour. Alors là, c'était concernant Amélie Nothomb et son dernier livre, Le livre des sœurs. Je sais pas si c'était son dernier, parce que je l'ai pas lu son dernier, donc c'était l'avant-dernier.
Merci pour cette analyse pertinente de plus, qui semble montrer que les parutions récentes d'Amélie Nothomb semblent souvent bâcler ou se reposer sur ses lauriers. En revanche, je trouve qu'il y a une sorte d'effet de groupe chez les connaisseurs en littérature qui amène à une forme de rejet de l'ensemble de son œuvre. Apprécier des œuvres de Nothomb prêterait même à faire sourire dédaigneusement certains. La surproduction et la surmédiatisation de Nothomb peuvent agacer, mais est-ce que ça l'exclut d'être l'auteur talentueuse de romans qui ont marqué à raison, Hygiène de l'assassin, Le sabotage amoureux, et continuent à amener certains jeunes à la littérature? Il faudrait, pour que je puisse vraiment répondre à cette question, que je relise ceux qui sont considérés comme pas trop mal dans sa production littéraire qui est assez foisonnante. Le problème en fait c'est que il y ait des éditeurs prêts à publier des romans qui ne sont pas aboutis, enfin moi le dernier était vraiment pas abouti à mes yeux, tout ça sur le nom de l'auteur, et ce qui empêche à côté des publications d'auteurs qui ne seraient pas connus de se faire éditer, de connaître un public, en ayant peut-être plus peaufiné leurs livres. C'est le fait d'écrire comme ça à flux tendu, même si je critique pas vraiment, parce qu'il y a certains auteurs qui arrivent à écrire un livre, voire 2 par an, et ce sont de bons livres à côté de ça. Ensuite, la dernière question, c'est sur sur le fait qu'elle amènerait certains jeunes à la littérature, et que donc on pourrait moins la critiquer pour cette raison, et là je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, déjà je pense que amener les jeunes à la littérature n'est pas un but en soi. En fait, il faudrait amener les jeunes qui sont sensibles à la littérature vers la littérature, et en général ils y arrivent eux-mêmes. Donc vouloir forcer, c'est quelque chose qu'on dit souvent, que les jeunes ne lisent plus, qu'il faudrait qu'ils lisent plus et tout. Moi, j'ai aucune raison de forcer des jeunes qui n'ont pas envie de lire à lire. Je vois pas pourquoi on les forcerait. Et donc, qu'il y ait des auteurs qui, par leur plume, peut-être plus accessible, séduisent ces jeunes-là. Oh, j'ai plus. Y a écrit 0 minutes, ça filme toujours, tu crois? Y a écrit 0 minutes, ça filme toujours, tu crois? J'ai aucune raison, en fait, de... Qu'est-ce que tu Il dis? y a écrit 0 minutes, là, il y a plus de temps, je crois. Mais tant qu'il s'éteint pas, je crois que c'est bon. Enfin non, mais en termes d'enregistrement... Ah oui. Mais t'as pas fini encore? Non. Je couperai, je pense. Ouais, ben, je sais pas. Peut-être arrêter, vider, remettre? Ouais, mais j'étais plus qu'à mon dernier truc. Hein. Ouais, vas-y. Ok. C'est ce qu'on dit aussi sur J.K. Rowling, mais en même temps j'ai envie de dire, oui, mais Choupi va au pot aussi, mais il pourrait amener des jeunes vers la littérature. Enfin, je troll un peu, mais c'est pas ça qui vont faire pour moi des auteurs plus importants que d'autres. Après, si vous, en tant que lecteur, Amélie Nothomb a une place particulière parce qu'elle vous a aidé, parce que vous avez vraiment un livre, un des premiers livres que vous avez vraiment aimé, c'était le sien, ça je peux comprendre tout à fait. Comme on l'imagine, ma caméra s'est coupée, donc je reprends. Si vous, en tant que lecteur, vous avez vraiment une sensibilité, vous avez vraiment ressenti quelque chose au moment où vous avez lu Amélie Nothomb ou J.K. Rowling ou un de ces auteurs dont on dit souvent qu'il amène les jeunes vers la lecture, et que pour ces raisons, vous avez envie de le partager avec vos enfants ou vos petits-enfants, mais faites-le. Mais il faut pas, je pense, mettre sur un piédestal certains auteurs en se disant, en plus c'est souvent quelque chose qu'on dit pour les rattraper un peu. Ah oui, un tel, finalement, il a dit ça, il a fait ça, ses livres sont un peu moins bons, mais combien d'enfants elle a amené vers la lecture? Je crois que c'était un truc qu'on disait par exemple pour J.K. Rowling avec les polémiques qu'il y a eu par rapport à son côté TERF ou ce genre de choses, quoi. Et pour Amélie Nothomb, c'est quelque chose qu'on dit pour le manque de qualité de ses nouveaux romans, quoi. Donc, je crois pas qu'il y ait une pastille auteur pour les jeunes, auteur qui amène les jeunes à aimer la littérature. Je crois que n'importe quel livre, s'il est amené avec amour du livre et de la personne qui est en face, ben, il peut séduire, il peut plaire. Je pense que c'est ça qui est important, la transmission. C'est pas juste vouloir amener une passion de force dans la tête d'un enfant ou d'un jeune. C'est vraiment essayer de partager quelque chose qui nous plaît. Et si ça lui plaît pas, c'est pas grave, on aura essayé. Donc voilà. J'espère que c'est pas trop long, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.